On va revenir sur un terme antioxydant. Ça veut dire quoi concrètement? Ce qu'il faut retenir, antioxydant, c'est un composé qui combat les radicaux libres. Donc, de façon terre à terre, parce que la population ou les femmes qui nous suivent vont se dire, ah, si j'arrive au marché, la bonne femme qui est là ne sait pas ce qu'on appelle antioxydant. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous consommez les légumes et les fruits, surtout les fruits, vous bénéficiez des antioxydants. Donc, il faut consommer les légumes et fruits de 5 couleurs différentes afin de bénéficier de ces différents types d'antioxydants. Parce que lorsque vous prenez une catégorie de fruits, je prends le cas de la catégorie du jaune orangé, les antioxydants qui sont contenus dans cette catégorie, par exemple, ne figurent pas dans l'autre catégorie. Donc, si vous vous mettez chaque jour à consommer, vous allez voir des gens vous dire, oui, je consomme des fruits. Quels fruits vous avez consommé? Orange, c'est ce que nous avons généralement sur le marché, vous dira l'orange ou la banane. Et je vous dis, mais vous faites erreur. Il est vrai que vous avez l'orange, vous avez de la banane, vous n'avez pas besoin. Parce que parfois, le problème qui survient, ou la problématique qui survient, c'est qu'on n'a pas assez de moyens pour bien manger, pour acheter des fruits et des légumes. On n'a pas besoin de prendre une banane entière dans la journée pour dire qu'on bénéficie de la catégorie du jaune orangé. Pour une famille nombreuse, il suffit par exemple de prendre votre orange, de la diviser en 2 ou 3 parties et que vous la partagez. Du moment où vous avez consommé une partie de cette orange, vous avez pu bénéficier de la catégorie du jaune orangé. Ensuite, on passe généralement, nous on n'a pas cette culture de entrée, plat de résistance, dessert. On a souvent cette culture de plat unique, c'est-à-dire j'ai ma garniture, que ce soit ma pâte, mon riz, mon foufou ou autre, qui est accompagnée de ma sauce. Même dans ce format-là, on peut consommer plusieurs légumes et couleurs de différentes catégories. Si je prends ma sauce de gombo, il y a certaines personnes, lors de la préparation du gombo, ajoutent par exemple de l'aubergine. Si j'ajoute de l'aubergine violette à ma sauce de gombo, j'ai mon gombo qui fait partie de la catégorie du vert. Lorsque j'ajoute de l'aubergine violette, j'ai ma catégorie du violette. Donc ça me fait déjà 2. Si je mets de la tomate fraîche dans ma sauce de gombo, ça fait déjà 3 catégories. Donc il me reste juste la catégorie du blanc-gris. Généralement, on a l'ail et puis l'oignon qui sont très riches, sont des antioxydants très riches. Donc lorsque j'ajoute cela, vous voyez déjà que j'ai 4 catégories. Donc il ne me reste seulement que la catégorie du jaune orangé. Dans le jaune orangé, je ne peux pas mettre de la carotte, donc je peux facilement trouver une orange, une pamplemousse ou une banane et puis le tour est joué. Donc dans un seul plat, je peux avoir 4 ou 5 catégories. Si je prends de la salade par exemple, là c'est plus facile d'avoir les 5 catégories qui sont incorporées et puis le tour est joué. Alors quand je parle d'oligo-éléments, nous avons les minéraux, notamment le calcium, le magnésium, le zinc, le chrome, l'iodine, le sulfure et autres. Ce sont les minéraux. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les vitamines. La vitamine A, le groupe des vitamines B, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine F, la vitamine K et autres. Nous avons le lot également des antioxydants. Donc, ce sont des choses différentes en fait. Donc, au niveau de, lorsque je parle de préparation, de température et autres, là, c'est plutôt la vitamine C qui sera vite détruite. Parce que la vitamine C qui est portée au feu assez longtemps, elle est détruite. Donc, si vous voulez bénéficier de la vitamine C, il est clair que vous n'allez pas trop porter votre attention sur les aliments qui vont à feu, mais plutôt peut-être les fruits. Notamment, je peux facilement trouver ma vitamine C dans mon orange ou dans ma pamplemousse. Mais par contre, comme je le disais, pour d'autres éléments, je peux les trouver dans mes légumes. Le plus important est de ne pas avoir un repas très cuit. Parce que c'est le propre, excusez-moi une parenthèse du Togolais. Nous, les Togolais, on aime manger trop cuit, en fait. Donc, il faudrait repenser aux méthodes culinaires. Maintenant, que pensez-vous du jeûne ou au régime détox comme anti-cancer? Lorsqu'on parle du régime alimentaire, généralement, on pense que régime équivaut à perte de poids. C'est une erreur. Régime alimentaire ne veut pas dire perte de poids. Je peux avoir mon régime alimentaire pour avoir une alimentation saine et équilibrée. J'ai un poids normal, je veux garder ce poids stable, donc j'ai un régime alimentaire assez stable. Je peux ne pas avoir une surcharge pondérale, ce qui veut dire que mon poids est normal, mais au cours d'une consultation, on a remarqué que j'ai une déficience ou j'ai des carences en oligo-éléments. Donc, dans mon régime alimentaire, on m'incorpore certains aliments de façon périodique ou journalière qui sont très riches en ces antioxydants ou en ces minéraux vitamines juste pour combler une carence qu'on a observée. Donc, c'est un régime alimentaire assez particulier. Vous pouvez prendre monsieur X, par exemple, qui est diabétique, qui a un régime alimentaire anti-diabète. Pareil pour un patient qui est hypertendu, ainsi de suite. Donc, régime alimentaire ne veut pas forcément dire que perte de poids ou autre.
Maintenant, par rapport aussi au régime détox, comme vous le dites, détox veut dire qu'on veut détoxifier l'organisme. Pour détoxifier l'organisme, il faut qu'on sache qu'on a des toxines. Vous ne pouvez pas observer un patient à vue d'œil et lui dire « Ah, monsieur, vous avez des toxines ». Non, c'est du charlatanisme. Il faut d'abord consulter le patient. C'est là intervient la nutrition clinique. Il faut recevoir un patient, le consulter en fonction des données que vous avez reçues lors de la consultation, lors de l'interrogatoire. Cela vous permettra de poser des examens paracliniques, de recueillir des résultats, d'évaluer l'état nutritionnel du patient. Et lorsque vous aurez toutes ces informations, toutes ces données, vous pouvez poser le diagnostic, dire « Ah, j'ai tel patient, voici son cadre clinique, voici son tableau clinique, voici le traitement que je compte mettre en place pour pouvoir pallier à ce que j'ai observé. » Et c'est en fonction de ça qu'on peut mettre un régime alimentaire personnalisé pour le patient. Maintenant, prenons Monsieur X ou une femme Y. Bon, je parle de Monsieur X parce que j'ai entendu dire que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. Je ne sais pas si vous confirmez. Oui, parce que lorsqu'on parle du sein, en fait, généralement, on se dit que ce sont les femmes qui ont le sein. Le sein qui est un gland des hommes également long, c'est juste que la dimension est différente, elle est réduite en fait. D'accord. Maintenant, pendant la chimiothérapie ou la radiothérapie de cette personne, quelle alimentation est adaptée? Lorsqu'on parle de chimiothérapie, c'est un traitement qui est mis en place. Donc, il faudrait aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'un patient a une tumeur que cela veut dire que tous les tumeurs ont forcément un régime alimentaire unique qui est plaqué. Non. Un patient peut venir avec une tumeur, il est sous chimio, mais en dehors de sa chimio, le patient présente une carence en oligo-éléments. Madame A peut venir, elle a une carence en zinc. Madame F vient, elle n'a pas de carence en zinc, mais elle a une carence en vitamines. Madame J vient, elle n'a pas de carence, mais peut-être elle a une carence en antioxydants. Donc, c'est en fonction du tableau clinique, en fonction des résultats des examens, qu'on peut dire, voici ce que j'ai par rapport à Madame A ou Madame F ou bien Madame Y, voici ce que je compte mettre en place comme traitement pour pallier à cela. Donc, généralement, dans la prise en charge des patients qui sont sous chimio, ce qu'on peut définir comme dénominateur commun, c'est plutôt une perte de poids. Mais ça ne veut pas dire que tous les patients qui sont sous chimio perdent du poids. Vous avez certains patients, au contraire, qui prennent du poids. Ah bon? Mais lorsque je prends la majorité, lorsque vous avez des patients sous chimio qui perdent du poids, cela est dû aux conséquences, comme on peut le dire, de la chimio. Parce que généralement, le patient n'a pas de l'appétit, donc il y a une perte d'appétit, il y a une perte du goût. Le patient a du mal à s'alimenter. Du coup, on peut observer une dénutrition chez ce patient. Donc, en fonction de la dénutrition qu'on observe, plus d'autres examens que je venais de mentionner, on peut maintenant mettre en place un régime alimentaire pour permettre aux patients de supporter surtout le traitement. Maintenant, de manière générale, quelle alimentation peut aider à supporter le traitement ou renforcer le système immunitaire? Déjà, chez les patients qui sont sous chimio, il faut dire qu'il est important, primordial et crucial surtout, de consommer des antioxydants au quotidien. Mais à part les antioxydants qui sont contenus dans les fruits de façon générale, il faut voir si le patient présente une dénutrition, il y a un examen qu'on appelle le bilan nutritionnel complet. Dans le bilan nutritionnel complet, on a une information assez précise sur la masse musculaire du patient. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on vous dit que vous faites 50 kilos, ou on vous dit que vous faites 60 kilos, il faut qu'on sache, dans les 50 kilos, votre masse musculaire prend combien de kilos? Dans les 50 kilos, le volume d'eau intracellulaire prend combien de kilos? Ou en termes de litres, bien sûr. Le contenu minéral osseux prend combien? Le contenu protéique et l'hydratation de la masse grasse. Donc, c'est en fonction de tous ces paramètres, on peut dire, oui, mon patient, si par exemple, il est dénutri, il a une dénutrition protéico-énergétique. Là, ce sont des termes techniques, en fait. Donc, comme je vous le disais, c'est en fonction de ce bilan-là, on pourrait savoir, oui, mon patient a 50 kilos, mais voici ce qui lui manque. Parfois, même, c'est la graisse corporelle. Parce que vous pouvez avoir un patient qui a 50 kilos, ou vous prenez deux patients qui ont 50 kilos, ils sont en dénutrition, mais n'ont pas le même problème. Un, peut-être c'est la masse grasseuse plutôt, qui est très bas, mais par contre, vous allez prendre un autre patient, c'est au niveau de la masse musculaire. Donc, si j'ai mon patient ou ma patiente A, qui a, par exemple, une graisse corporelle qui est inférieure à la normale, je saurai en fonction de ce que j'ai dans son régime alimentaire, qu'est-ce que je dois privilégier. Parce que quand on met en place le régime alimentaire, le plus important, c'est la partie protéique, la partie lipidique et la partie glucidique. Donc, souvent, vous allez entendre parler de régime. Quand c'est normal, on parle de régime normoprotéique, normolipidique, normoglucidique. Maintenant, lorsqu'on vous allez entendre parler de régime hyper ou hypo,
cela dépendra de ce qu'on a eu comme résultat. Pour un patient qui a une déficience en apport protéique, il est clair que dans le traitement, je vais mettre en place un volet hyperprotéique pour combler le déficit. Si mon patient a une masse grasse qui est inférieure à la normale, donc c'est clair que je vais mettre en place un régime normolipidique ou hyperlipidique, ça dépend. Attention, normolipidique ou hyperlipidique ne veut pas dire que je vais dire à mon patient, va manger de la mayonnaise tout le temps, va prendre ceci, va prendre cela. Lorsqu'on parle même de lipides et autres, il y a des bons gras et des mauvais gras. C'est comme on parle du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. Donc, c'est là l'importance du nutritionniste. Parce que vous, en tant que patient, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que je dois prendre. On m'a juste dit régime normolipidique ou hyperlipidique. Donc, il faudrait voir un spécialiste. C'est lui, sur la base des résultats qu'il a obtenus, saura vous dire qu'est-ce qu'il vous faut concrètement et de façon terre à terre, qu'est-ce que vous devez manger. Et maintenant, pendant la chimio, est-ce qu'il y a des patients qui ont souvent des troubles digestifs, de la nausée? Comment vous gérez cela? Oui, lorsqu'on parle de troubles digestifs, ça fait partie du quotidien des patients qui sont sous chimio. Donc, le traitement du patient cancéreux ne se fait pas seulement par le nutritionniste. C'est une équipe, en fait. On travaille en équipe. Avant que le patient ne soit référé en nutrition, il a commencé un traitement chez l'oncologue. Parfois, s'il y a des traitements au niveau des patients cancéreux qui nécessitent un chirurgien oncologue, qui nécessitent également un oncologue, et nous sommes en train de parler du cancer du sein, donc il faut passer par la gynécologue. Et il y a aussi le psychologue. Donc nous travaillons en équipe. Donc c'est en fonction des informations que nous recevons l'un de l'autre qu'on peut réajuster le traitement. Pour le vomissement, ça peut être dû à un effet secondaire d'un médicament qu'il prend et autres. Si l'apport alimentaire est assez difficile, dans ce cas, on peut repenser à d'autres formules. D'accord. Maintenant, quel lien faites-vous entre l'alimentation, l'activité physique et la santé mentale? Déjà, un patient à qui on annonce qu'il a une tumeur, ce n'est pas assez facile. C'est pour cela qu'il est important l'apport du psychologue pour accompagner le patient. Il faut amener le patient à accepter sa maladie et à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Il y a des personnes expertes qui peuvent l'accompagner. Donc, une fois que le patient est conscient de cette information, il se laisse accompagner. Au niveau du volet nutritionnel, on explique au patient que c'est normal, entre parenthèses, de ne pas avoir de l'appétit. C'est normal de ne pas ressentir du goût pour l'aliment qu'on adorait jadis. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on doit se laisser abattre. Si on veut lutter contre la maladie, il faut avoir un système immunitaire assez efficace. Donc, du coup, il faut s'alimenter. L'alimentation en ce moment, l'aliment en ce moment n'est pas seulement une source de plaisir, mais ça peut être considéré comme une source d'apport médicamenteuse. Lorsque le patient l'éteint ainsi, même s'il n'a pas envie de manger et autres, il fait l'effort de prendre son aliment. D'accord. Je reviens sur l'activité physique. Un patient, c'est vrai, il est malade, on ne va pas lui demander de courir. Quel sport faudrait-il faire concrètement pour mieux récupérer? Alors, cela aussi dépend du stade avancé de la maladie. Vous pouvez avoir des patientes cancéreuses qui arrivent mais qui marchent normalement. Vous pouvez avoir des patients qui arrivent dans un fauteuil roulant. Donc, en fonction du stade avancé de la maladie, si mon patient physiquement peut faire des marches, on peut lui demander, en fonction de sa condition, d'effectuer des marches régulières. Mais par contre, si c'est un patient qui a même du mal à se lever, on peut demander à ses parents, au cas où il vit en famille, ou s'il est dans un cadre hospitalisé, on peut l'aider, il peut se faire accompagner par une équipe de kinés qui l'aide à faire des mouvements. Même si le patient est alité, on lui fait faire des mouvements. C'est toujours l'activité physique. Dernière question, quel conseil donnez-vous à la population togolaise par rapport à l'alimentation, dans la prévention du cancer du sein et dans le traitement pour ceux qui sont malades? Déjà, dans la prévention du cancer de sein, j'exhorte la population et surtout les femmes à valoriser nos aliments locaux, à valoriser nos fruits et légumes du terroir, à plutôt mettre en priorité la consommation des aliments frais. Il peut arriver, surtout en ce 21e siècle où les femmes font carrière, je comprends le fait qu'on veuille se préparer le week-end pour nous permettre d'aller vite en semaine, mais il faut repenser à la méthode culinaire. On ne doit pas manger trop cuit. Donc, c'est ce que je conseille. Et en dehors de l'alimentation saine et équilibrée, il faut l'accompagner par une activité douce et régulière. D'accord, docteur Kilimou Pialo, merci pour ces échanges enrichissants. Je vous en prie, madame.
Nous retenons que manger sain, équilibré, naturel et varié n'est pas seulement bon pour notre santé, mais aussi une arme dans la prévention du cancer du sein. Continuons d'informer, de prévenir et de soutenir les victimes. Rendez-vous pour une nouvelle thématique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très bientôt.